Pas de jingle, mais du vélo, du cyclisme, le coup tordu. C'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Le coup tordu, c'est des interviews et des previews. Le 266e épisode du coup tordu. On les enchaîne les uns derrière les autres. Alors je vous retrouve en solo pour cet épisode, un épisode dans lequel on va analyser à travers la Flandre 2025, le parcours, la preview, et je vous donnerai également mes pronostics à travers la Flandre 2025 qui a lieu ce mercredi 2 avril. Et je vous annonce également que jeudi soir, jeudi 3 avril, dans le cours de la soirée, vous retrouverez la grande preview avec la Tib. Thibaut, on vous fera la grande preview du Tour des Flandres 2025, l'une des courses les plus attendues de l'année. Mais avant tout ça, on va parler d'à travers la Flandre. On va essayer d'analyser tout ça, de décortiquer le scénario. Mais avant, on va parler un tout petit peu de l'actualité vélo. Alors, jeudi, dans le prochain épisode, l'épisode 267 avec la Tib, on débriefera un petit peu l'interview de Cédric Vasseur dans Bistro Vélo. Vous savez, Cédric Vasseur, c'est un étrange personnage qu'on suit dans le podcast quasiment depuis la création. Encore une fois, moi, ce garçon véritablement me fascine. J'ai été ultra fan du coureur. J'ai beaucoup aimé le consultant et j'ai beaucoup plus de doutes sur le manager. Et d'ailleurs, il m'avait bloqué de Twitter pour ça. Je pense que dans le monde du cyclisme, Cédric Vasseur est, je pense, la seule personne qui m'a bloqué. Voilà, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir bloqué quelqu'un dans le monde du vélo, mais un jour, il y en a un qui m'a bloqué, c'est Cédric Vasseur. Donc un petit peu susceptible, le copain Cédric. Bon, on en reparlera avec Thibaut. Moi, je l'ai pas trouvé. Alors déjà, je dis pas ça parce qu'on l'a reçu dans le podcast et parce que je l'aime bien, mais j'ai trouvé vraiment que Louis-Pierre Frileux, pour gérer l'interview, allez voir un Bistro Vélo avec Cédric Vasseur, j'ai trouvé que Louis-Pierre et Flo Pigeon également, c'est vraiment, je peux vous assurer que quelqu'un que vous interviewez qui est un petit peu sur le fil du rasoir, qui en plus il y a du buzz, il y a du bad buzz, réussir à faire ce qu'ils ont fait, c'est un véritable exercice d'équilibriste. D'ailleurs, ils en ont joué, ils ont assumé un petit peu avec le jeu des patates chaudes. Et en plus, rappelez-vous, Louis-Pierre qu'on avait reçu dans le podcast pendant l'hiver, mais il nous expliquait que lui, les interviews buzz, c'était pas vraiment son truc. Il aime bien parler vélo, il aime bien parler de fond. C'est un mec qui est bienveillant, donc forcément, ils ont quand même réussi à se positionner sur les sujets qui fâchent. Et je trouve qu'ils l'ont fait de la très très bonne manière. Alors on en reparlera avec Thibaut, mais moi je vais vous dire à qui me fait penser Cédric Vasseur. Voilà le fond de ma pensée. Cédric Vasseur me fait penser à Anakin Skywalker. Pour ceux qui ont vu Star Wars, c'est exactement la même histoire. C'est au départ le mec qui avait dit merde à Armstrong. Voilà le chevalier de Jedi que la France entière avait envie d'aimer. Et petit à petit, mon Cédric, il a basculé un peu du côté obscur, même si faut toujours chercher. On n'est pas dans les coulisses. Quel est le vrai du faux. Je pense qu'il y a des torts, il y a c'est compliqué, bien évidemment, quand on n'est pas dedans. C'est compliqué de savoir, mais il y a quand même pas mal de choses qui sortent et qui transparaissent. En tout cas, on reviendra sur cette interview. Puis de toute façon, pour l'instant, en ce début d'année 2025, les résultats lui donnent raison, vu que la COF fait un très très bon début de saison 2025, et on redébriefera, on en reparlera bien évidemment dans le prochain épisode du podcast avec la Tib. Deuxième actualité entre guillemets, je vais vous parler betting un petit peu. Alors déjà, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On ne fait pas n'importe quoi avec sa bankroll. On joue en management de bankroll. Moi, c'est le conseil que je vous donne. C'est la seule solution pour ne pas se faire cracher par les bookmakers. Et globalement, le bilan de mon mois de mars, c'est pas très bon. Je vais vous le dire. Alors c'est marrant, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que dans le coup tordu, au niveau de l'écoute, au niveau du chiffre du podcast, je vous en ai déjà parlé, je vous remercie encore une fois. On a battu notre record. On n'a jamais été autant écouté qu'en mars 2025. On a battu les records du dernier Tour de France. Donc on s'attend encore à monter sur le Giro et on s'attend encore à monter sur le Tour de France. On est sur quasiment 13 000 écoutes sur le mois de mars 2025. Encore une fois, c'est de l'écoute active. Ne comparez pas ça avec YouTube ou ne comparez pas ça avec TikTok, où là il y a de l'algorithme. Quand on vient écouter un podcast sur Deezer, sur Apple Podcast ou sur Spotify, comme vous êtes en train de le faire actuellement, on choisit de son propre chef de venir écouter le podcast. Il n'y a pas un algorithme qui vous a envoyé sur Apple Podcast. Vous êtes là parce que vous l'avez décidé. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois. Donc on s'attend encore à monter encore, bien évidemment, dans les mois qui viennent. De toute façon, je vous le dis, le coup tordu, c'est une grande et belle aventure qu'on va vivre tous ensemble, et ça va durer, pour moi ça va durer plusieurs décennies.
Et donc niveau betting, c'est pas dingue du tout, c'est 98 unités. Donc voilà, donc 98 € perdus sur une bankroll de 100 000 €. Donc c'est pour ça de 100 000 €, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, 10 000 €. Donc voilà, donc 98 € de perdus sur une bankroll de 10 000 €. Donc c'est pour ça, je vous dis, le management de bankroll, c'est hyper important parce que je fais un mois qui est pas terrible. Globalement, depuis le début de 2024, j'ai eu 5 mois perdants et 8 mois gagnants. Donc ce qui encore une fois sur 2024 permettait de dégager un bénéfice un retour sur investissement de 8%. Donc voilà, le fait d'être en management de bankroll, ça permet bien évidemment d'amortir le choc. Et en soi, c'est un mauvais mois, mais sur le long terme et dans le bilan, ça sera pas non plus quelque chose de catastrophique. On avait été even sur le mois de janvier, même si au mois de janvier, on a encore un pari en cours vu qu'on avait pris un petit PLT, même un gros PLT pour le Tour des Flandres. On a fait un bon mois de février, donc voilà, on est plutôt revenu even sur cette année 2025. Donc bien évidemment, le but pour le mois d'avril, ça va être de réenclencher et de repartir de l'avant. Ce qui me contrarie un peu plus à titre personnel que le betting, des mois perdants, je pense que tout le monde en fait, tout le monde en fera, c'est normal, même les meilleurs des meilleurs. Voilà, je me considère pas comme ça, mais voilà, je veux dire, faire des mois perdants, tout le monde en a. Ce qui me contrarie le plus, par contre, c'est le mois que j'ai fait sur Side Limit. Alors là, j'ai été nul sur Side Limit, mais alors vraiment, voilà, donc betting plus Side Limit, ça a vraiment pas été un bon mois de mars pour moi. Je crois que j'ai gagné une petite Ligue 1 à 4 balles sur Side Limit, mais alors je prends vraiment des tôles, quoi. Comme quoi le niveau augmente sur Side Limit. Bravo à tous les managers. Mais Ligue 1, j'en touche plus une. Ligue 2, j'en touche plus une. Ligue 3, qui paraît quand même être la plus accessible, à 280 points, on touche des jackpots. Et puis en plus, généralement, on prend des rewards, 12, 13, 15, des fois 20e place. Il y a quand même un bel ITM. Ça n'a rien à voir avec Sorare, parce que Sorare, pour toucher une reward, aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. Pour juste ceux qui jouent sur Sorare, je vais vous donner un ordre d'exemple. Il y a, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, j'avais fait une game week où j'avais marqué 370 points. J'avais touché une reward T0, donc c'était une reward qui fallait à peu près 70 €. Aujourd'hui, je fais régulièrement des scores à 370 points. Je touche même pas une T5, donc le niveau le plus bas des rewards, à 50 centimes. Et je cumule des espèces de bidons d'essence. Ça fait des mois que je cumule ça. J'aurais peut-être une reward un jour avec. Enfin bref, c'est devenu complètement Sorare est devenu complètement injouable. Donc Side Limit, bien évidemment, on est encore très très loin, mais c'est vrai que sur Side Limit, j'avais l'habitude de ramasser quasiment toutes les semaines. Si c'était pas un petit gain, c'était une reward. Et là, quasiment le mois de mars, j'ai presque fait chou blanc. Donc le but du jeu, ça va être aussi pour moi de réenclencher un petit peu les choses sur Side Limit. On va parler aussi fantasy, bien évidemment, sur cette preview d'À travers la Flandre 2025. Et enfin, on vous en parle depuis des mois dans le podcast, les wildcards des grands tours. Ça y est, on connaît les wildcards pour le Giro et les wildcards pour le Tour de France. Je vais pas vous les rappeler, vous les connaissez par cœur. C'est pas pour me palucher quand même, mais rappelez-vous quand même, dès le mois de juillet l'année dernière, on savait qu'il y avait un contact entre la Tudor et Julien Alaphilippe. On avait été les premiers à parler du scénario. Qu'est-ce qui pourrait se passer si si Julien, rappelez-vous, c'était dans les épisodes du mois d'août 2024. Donc qu'est-ce qui se passerait si Julien débarquait à la Tudor? Bon voilà, on a vu la suite. Moi je trouve que c'est on va dire quelque chose de bon sens. Voilà, mettre 23 équipes à la fois sur la Vuelta, sur le Giro et sur le Tour de France. Je trouve ça, voilà, à la vue de ce que font les équipes en ce début d'année 2025, à la vue des budgets, des effectifs, je trouve ça complètement logique. Alors attention, vraiment attention. Pour 2026, les cartes risquent réellement d'être rabattues puisqu'il faudra faire partie du top 30 UCI pour avoir accès au Grand Tour. Alors je vais juste vous faire une petite projection. Si le classement UCI s'arrêtait maintenant, donc au soir de ce 1er avril, au niveau des équipes qui participeraient au Grand Tour en 2026, donc je vous rappelle la règle, pour obtenir une wildcard pour un grand tour, donc toutes les équipes World Tour se qualifient. Après, les 2 premières équipes Pro Team de l'année suivante, de l'année précédente, sont automatiquement qualifiées pour les grands tours. Donc là, ça serait donc Astana, vu que Astana, au niveau de son classement World Tour, descendrait en Pro Team. Donc Astana deviendrait la meilleure Pro Team sur l'année 2025. Donc Astana conserverait sa place en 2026 sur les 3 grands tours. Ensuite, on aurait la UNOX qui est la 2e équipe Pro Team à l'heure qu'il est en 2025. Donc la UNOX se qualifierait également pour les 3 grands tours.
Et ensuite, donc une fois qu'on aurait les 18 équipes World Tour, donc pour les dernières invitations, donc 18 équipes World Tour plus de qualifiés Pro Team. Donc pour avoir les 2 ou 3 dernières invitations, il faudrait ensuite taper dans le top 30 UCI. Et donc dans ce top 30 UCI, on retrouve la Q36.5, je parle des Pro Team bien évidemment, Q36.5. Du coup Arkea pourrait peut-être descendre. Donc si Arkea descend, Arkea serait aussi, si Arkea est encore là en 2026, Arkea serait dans les équipes Pro Team, donc aurait besoin d'une nouvelle carte, parce qu'en l'état actuel des choses, Arkea ne serait pas qualifié sur les grands tours et ne serait pas qualifié sur le Tour de France. Les Rockets, les Unibet sont 26e, les Unibet pourraient prétendre à une wildcard. La Burgos et la Carne Pharma sont à la 25 et la 28e place. La Solution Tech, Vini Fantini, équipe italienne, 27e place, pourrait prétendre à une wildcard sur un grand tour. Et alors là, véritablement, donc Carne Pharma 28e est véritablement très surprenant. À la 29e et à la 30e place, on retrouve la Thaïlande Continental Cycling et la JLC Team Yuko, équipe japonaise très très talentueuse. Ils arrivent tout le temps à sortir des bons coureurs. Donc ces deux équipes-là également, l'équipe thaïlandaise et l'équipe japonaise, pourraient aussi réclamer une wildcard sur les grands tours. Alors vous me suivez, ça voudrait dire que ça sort du jeu la Cara Rural qui ne pourrait pas postuler à la Vuelta, la Polti, l'équipe d'Alberto Contador, la Polti Visite Malta, qualifiée pour la 5e année de suite sur le Giro, ne pourrait pas postuler au Giro 2026. Ils ont une centaine de points à récupérer. La Bardiani qui dispute le Giro sous ses différentes entités depuis maintenant 40 ans, la Bardiani ne pourrait pas, dans l'état actuel des choses, n'aurait pas accès au Giro 2026. Et il commence à y avoir pas mal de points de retard. Et après, dans les équipes qui pourraient être concernées par une wildcard sur un grand tour, Euskaltel est à la 38e place. Donc Euskaltel qui est habitué à avoir une sorte de rotation et à faire la Vuelta une fois tous les 2 ans, Euskaltel ne pourrait pas non plus prétendre à avoir accès à un grand tour. Donc très clairement, les warnings sont rouges pour la Bardiani et pour la Polti, qui vont devoir absolument avoir besoin de récupérer des points pour réintégrer ce top 30 UCI avant la fin de l'année pour pouvoir postuler à des grands tours, au moins leur tour local en 2025. Idem pour la Cara Rural. Maintenant, ce qui est un petit peu, alors certains pourraient se dire, ce qui est un petit peu curieux, ce qui pose un petit peu problème, c'est que, alors je pense que les points UCI sont adaptés en fonction d'eux, mais on se retrouve avec une équipe thaïlandaise et une équipe japonaise. Alors encore une fois, cette équipe japonaise, on en parle très souvent dans le coup tordu, avec Enzo, on adore. L'année dernière, il y avait Giovanni Carboni, voilà. Enfin, il y a toujours des bons coureurs. Ils ont relancé quelques coureurs italiens dans cette équipe-là. Mais ce qui veut dire que ces deux équipes qui courent essentiellement le calendrier asiatique, pas que, mais essentiellement le calendrier asiatique, avec peut-être des courses un petit peu plus favorables, ces deux équipes en fait bloqueraient clairement la possibilité d'accéder à un grand tour à, encore une fois, la Cara Rural, la Polti ou encore la Bardiani. Donc je sais pas si si le règlement est bien fait, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que les points, est-ce que c'est équitable? Est-ce qu'il est pas plus facile d'aller récupérer des points sur le continent asiatique? La Burgos par exemple est 25e alors qu'il est, la Burgos s'est mis un gros programme de courses asiatiques, ça paye parce qu'ils ont quasiment le triple de points par exemple de la Bardiani et le double de la Polti. En tout cas, c'est véritablement un dossier à suivre, et aussi pour les managers de Side Limit, qu'ont des cartes de la Bardiani qui vont pouvoir les utiliser pour ce Giro 2025 vu que la Bardiani est qualifiée. Pour le Giro 2026, rien n'est moins sûr. Allez, je bascule sur la preview d'À travers la Flandre. Alors bien évidemment, allez sur Vélo Futé, Titouan qui vous a posté une preview. Voilà, vous avez absolument tout, les monts, les pavés, course de 183 km remportée l'année dernière par Matteo Jorgensen. Alors on va aller du côté des électrons libres, parce qu'encore une fois, à Side Limit, il y a une petite compétition sur Side Limit avec un prize money de $107. Il faudra aligner la meilleure équipe possible de 5 coureurs entre donc À travers la Flandre, Paris-Camembert et la route la route Adélie, voilà, du côté de Vitré en Bretagne.
Donc s'il y a des électrons libres à mettre, un mec qui va partir en échappée, qui va vous faire marquer des points, très souvent c'est décisif. Si vous avez un équipier ou un électron libre qui prend l'échappée, généralement ça fait marquer beaucoup de points. Il y a Pierrick Pierson par exemple qui a, je crois, remporté la Ligue 1 de la dernière multi-race, si je dis pas de bêtises. Et Pierrick, voilà, c'est ça. Pierrick, il a pris $30 plus une belle reward 3 étoiles roses. Et Pierrick, il gagne. Alors son équipe, elle était pas fracassante. Zanoncello en leader, il a, je crois, fait 22e du côté de Tours. Coninge de Nice, il a terminé la course et lui, sa carte, elle vaut. Excuse-moi Coninge, mais ta carte elle vaut 3 cacahuètes, c'est pas une des cartes les plus recherchées par les managers. Miguel Fernandez en électron libre qui a pas pris d'échappée, donc qui a fait un petit scoring. Guillaume Boivin en équipier qui a aussi fait un petit scoring. Par contre là où il a marqué le maximum de points, c'est qu'il avait pris Marco Haller qui a fait l'échappée sur Gand-Wevelgem, qui est resté très longtemps à l'avant, et en plus il avait mis capitaine, donc il a marqué en tout 308 points, donc uniquement 143 points avec la carte de Marco Haller. Donc trouver un mec qui va prendre l'échappée, le mettre soit en électron libre, soit en domestique, en équipier, ça peut être décisif parce qu'avec véritablement une petite galerie, là, je vous dis les 5 coureurs que Pierrick a alignés, Zanoncello rose, Coninge jaune, Miguel Fernandez jaune, Guillaume Boivin rose. D'ailleurs, je crois que Miguel Fernandez, c'est moi qui lui avais vendu, j'avais dû lui vendre 13 balles ou un truc comme ça. Guillaume Boivin rose et Marco Haller jaune. C'est pas une équipe qui coupe très très cher. Là, je sais pas, cette équipe, je vais pas vous dire, ouais, la reward plus ses $30. Je pense qu'il a déjà quasiment amorti son équipe. Encore une fois, les cartes, il les garde et il peut aussi faire des plus-values avec et les revendre. Donc bravo à Pierrick qui a remporté ce multi-race avec 308 points. Et donc encore une fois, trouver le mec qui va prendre l'échappée, c'est ce qui vous permet donc avec des cartes à pas cher de pouvoir aller rivaliser face aux managers qui ont des grosses galeries et qui ont des très grosses cartes. Donc du côté des échappées matinales sur À travers la Flandre, alors au niveau de la météo, on va quand même avoir un gros vent de face sur toute une partie du parcours, de Roselard jusqu'au circuit avec les monts pavés, pour relier toute cette partie-là jusqu'au 74e kilomètre. Ça va être vent de face et un bon vent de face. Donc s'il y a de la bagarre pour l'échapper, ça risque de mettre du temps à partir. Après, je suis pas sûr qu'on ait une énorme bagarre pour l'échapper. Quoique, à travers la Flandre, c'est quand même une course où on voit régulièrement l'échappée matinale réussir à faire un bon classement. Rappelez-vous, en 2023, Oyer Lascano, on le découvre un petit peu, il fait l'échappée matinale et il termine 2e de la course. L'année dernière, en 2024, on a Jonas Abrahamsen qui termine 2e de la course en ayant fait partie de l'échappée matinale. Pareil pour Dries de Bondt, pour Mathias Norsgaard, pour Thomas Gachignard. On a 4 coureurs du top 10 dans l'échappée matinale. Donc je dirais qu'à travers la Flandre, c'est un petit peu l'une des seules courses World Tour avec Paris-Roubaix où on a régulièrement des mecs de l'échappée matinale qui viennent prendre des places intéressantes dans le top 10. Maintenant, je vous avoue quand même que ce vent de face va faire en sorte que l'échappée va pas avoir un énorme gap à l'approche du circuit avec les fameux monts pavés. Donc pour savoir qui va partir dans l'échappée matinale parmi les coureurs de Side Limit, je pense que de manière factuelle et de manière intelligente, on peut raisonnablement se tourner vers la team Wagner-Bazin Wallonie-Bruxelles. Moi j'aime bien Quentin Bézat, évidemment, je vous dis pas ça parce que j'ai sa carte unique. D'ailleurs, la carte unique de 2025 de Quentin Bézat qu'on avait déjà reçue dans le podcast, moi je l'avais acheté 30 balles au début de l'année 2024, sa nouvelle carte unique sera disponible, sera en vente ce mercredi 3 avril dans la soirée sur Side Limit. Elle sera mise aux enchères en tout cas. Donc Quentin Bézat, beaucoup d'échappées depuis le début de l'année. Cyriel Dessal, je l'ai pas dans ma galerie, mais si j'en avais un à mettre, ça serait plutôt lui. Michael Rambrecht également à domicile, lui aussi bien sûr ça peut partir en réalité. Quasiment tous les Wagner Bingo peuvent prendre l'échappée. Alors le seul où j'ai un doute et je vais peut-être me planter, c'est Jens Reiders. Alors bien évidemment Reiders c'est un grand spécialiste des échappées au long cours, ça fait partie des grands électrons libres de Side Limit. Maintenant, Reinders, c'est un mec qui est très solide, c'est un gars qui a un bon sprint, et je me dis qu'il peut
peut-être à la pédale aller jouer quelque chose comme un top 20, un top 25. Donc moi, voilà, si j'étais le DS, je ne le suis pas, de la Wagner Bingo Wallonie-Bruxelles, voilà, je lui dirais d'essayer de jouer un bon classement. D'aller marquer des points. Après, peut-être qu'il a aussi envie de tenter le coup sur l'échappée matinale pour faire un bon classement. Bien évidemment, c'est possible. Mais voilà, faudra, je pense, au niveau de ces échappées, si on décide de mettre ces électrons libres sur à travers la Flandre, faudra plutôt aller taper des coureurs dans cette équipe-là. Et après, du côté de la Tudor, la deuxième équipe. Alors, il y a Israël aussi. Je suis pas sûr que du côté d'Israël Premier Tech, on cherche à mettre des coureurs dans l'échappée matinale. Je suis pas convaincu. Van Asbrook, c'est pas un mec, alors c'est une course qu'il aime bien, mais c'est pas un mec qu'on voit très très souvent à l'avant. Riley Sheehan, il est en phase de reprise. Nadav Reisberg, peut-être éventuellement, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va essayer de rester compact pour essayer de jouer un sprint. Soit pour Pickrell s'il arrive à passer, soit pour Tom Van Asbrook, ou alors pour Riley Sheehan s'il est en forme, ou Jake Stewart également qui est dans l'équipe. Et enfin, du côté de la Tudor, alors on a vu Mikutis qui avait tenté une échappée matinale il y a pas longtemps, Marius Mayhofer aussi qui l'avait tenté, mais moi j'ai plutôt l'impression que du côté des Tudor, la stratégie sera de faire bloc autour de Rick Plumers qui a déjà fait de bons résultats sur des parcours similaires, notamment sur le Tour du Benelux. Donc côté scénario pour cette course à travers la Flandre, comme beaucoup de courses, faut se référer à la météo pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, je vous l'ai dit, gros vent de face demain sur toute la partie qui va amener les coureurs de Roeselare jusqu'au circuit avec les monts pavés, donc un circuit qui va être effectué 2 fois entre Rons et Oudenaarde. Les parties décisives également, pour moi les parties décisives, notamment la côte du Trieux. Alors la côte du Trieux, elle va être effectuée vent de côté, mais une fois qu'on va avoir passé la côte du Trieux, on va reprendre du vent de face. Et pour moi, toutes les grosses ascensions où véritablement à travers la Flandre peut se jouer vont se disputer avec un vent de face et avec un très gros vent de face. Alors une fois qu'on va sortir du circuit et qu'on va basculer sur Oudenaarde et qu'on va retourner ensuite pour l'arrivée sur Waregem où il y aura encore un petit circuit, là par contre on va prendre du vent d'eau et on va prendre un très très gros vent d'eau. Maintenant voilà, le truc c'est qu'on risque quand même à la fin des derniers monts pavés, on risque d'avoir des équipes qui vont être relativement groupés. Alors est-ce qu'un gros rouleur pourrait partir d'Oudenaarde et faire les derniers kilomètres tout seul face à un peloton lancé à ses trousses? Moi par exemple sur Gand-Wevelgem, je pensais que ce n'était pas possible et Mats Pedersen m'a prouvé l'inverse. Je vous avoue que sur la preview de Gand-Wevelgem, quand je vous ai donné le scénario, quand j'ai fait le podcast, je me suis dit j'ai eu bon jusqu'à 40 bornes de l'arrivée. Voilà, tout s'était passé. Et quand Mats Pedersen est sorti des derniers monts tout seul avec 55 secondes d'avance sur le peloton, je me suis dit ça va, j'ai pas été trop mauvais. Et puis en fait si, sur le dernier quart de la course, j'ai été un peu mauvais, j'ai complètement sous-estimé la force et la puissance de Mats Pedersen. Donc est-ce qu'on pourrait revoir le même scénario sur à travers la Flandre? C'est une possibilité, c'est pas vraiment le scénario vers lequel je me dirige. Il y a un petit truc qui me fait qu'on va peut-être aller à peut-être un homme seul devant, mais il y a un petit truc qui me fait penser qu'on aura peut-être un sprint de 30, 40, 50, 60 coureurs. C'est que déjà donc dans toutes ces côtes où voilà, on est censé faire la différence, on va avoir un gros vent de face. Et je pense que c'est aussi l'analyse de pas mal de DS, parce que si vous regardez les start list, on peut voir sur Pro Cycling Stats les derniers coureurs qui ont été rajoutés aujourd'hui. On voit que du côté d'Astana, on a rajouté Sesbol, qui est un sprinter. Du côté de Ineos Grenadiers, on a rajouté Samuel Watson, qui est plutôt un mec rapide. Du côté des Red Bull, on a rajouté Sam Welsford. Cofidis, on a rajouté Pete Algart, qui est aussi un mec très rapide. La Decathlon, on a rajouté Sam Bennett. Bon, Sam Bennett, c'est quand même un pur sprinter. On a rajouté également Riley Pickrell du côté des Israël, qui est aussi un mec rapide. Alors, je vous ai pas donné
on va dire l'intégralité des mecs qui ont été rajoutés, mais je note quand même qu'on a rajouté quelques sprinters sur ce à travers la Flandre. Donc on se prépare au moins à avoir un gros groupe qui va se jouer des accessites, peut-être une 5e, une 6e, une 7e, une 10e place, mais on voit qu'on a envie de croquer quand même un petit peu des points UCI avec des mecs rapides. Alors du côté des compositions des équipes, alors quelle est l'équipe qui va mettre le pied sur le ballon ? Un petit peu compliqué bien évidemment du côté de la Lidl Trek, on arrive quand même particulièrement équipé. Pedersen, Milan, Stuyvens, Edwardson, Tomskins, Alex Kirch et Tim de Klerk. C'est vraiment une grosse équipe. Alors, comment va vouloir la jouer Mats Pedersen ? Est-ce qu'il va vouloir enfoncer le clou après Gand-Wevelgem, essayer de marquer les esprits avant le Tour des Flandres ? On rappelle que l'année dernière, le Tour des Flandres était déjà son gros objectif et il était arrivé un petit peu diminué parce qu'il était tombé sur à travers la Flandre. On se rappelle tous l'an dernier aussi de la chute de Wout van Aert. Donc Mats Pedersen au taquet à 100 000% pour remporter ce à travers la Flandre. Je suis pas sûr. Maintenant, il a aussi un état de forme et un niveau qui lui permet de véritablement gagner. Peut-être aussi que du côté des DS, on va lui dire, écoute, maintenant le vélo c'est comme ça. Les mâles dominants, quand ils le peuvent, doivent écraser les autres. Donc si tu peux écraser la course, écrase la course. Maintenant, d'un autre côté, Pedersen, c'est quand même un mec qui est assez altruiste. C'est pas un mangeur, c'est pas un croqueur. D'ailleurs, il y a des beaux reportages actuellement sur Pedersen sur Eurosport. Donc, je suis pas convaincu que un peu à la Tadej Pogačar, ils tiennent absolument à la gagner. Surtout, j'ai l'impression aussi que c'est un bon garçon et que s'il peut faire croquer les copains avant le Tour des Flandres, il va pas gêner. Alors après, je sais pas quels sont ses rapports avec Jonathan Milan. On rappelle que Milan a été préfédéré à Pedersen pour le prochain Tour de France. Ça peut aussi piquer un petit peu l'ego du champion. Maintenant, avec des Stuyvens, des Tomskins, des Alex Kirch aussi, qu'on voit avec lui dans le reportage d'Eurosport, on sait qu'il aura absolument aucun problème à faire du travail pour eux. Donc, la cote de Pedersen, elle est à 3,25. Est-ce qu'elle évalue ? Oui, je pense qu'elle évalue. Est-ce que je vais y aller ? Non. Mais voilà, il est favori, il est complètement favori logique de la course et la Lidl Trek va avoir la main sur le ballon. Du côté de la Visma, alors des interrogations, Matteo Jorgensen est le tenant du titre. On arrive aussi avec une très très belle équipe, Van Aert, Benoot, Hagenes, Affini, Van Barle, Tosh Van Der Sande. Compliqué alors moi j'ai pas de mettre l'accent sur le niveau de Wout Van Aert, mais plutôt sur le niveau de préparation globale. On sait que ça a bougé cet hiver au niveau des entraîneurs du côté de la Visma. Alors alors Matteo Jorgensen est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Bon, il y avait aussi Mathieu Brinnan, bien évidemment. Je dis pas qu'à la Visma on est devenu nul, véritablement très loin de là, mais voilà, il y a quand même quelques petites interrogations, si vous voulez, sur la préparation physique de l'équipe. Donc est-ce que physiquement on a les moyens de dominer la course ? J'ai un petit peu de mal à y croire. Du côté des Intermarchés, on a mon Bini, on a mon Binyam Girmay, que je vois faire un gros printemps, mais pour l'instant ça vient pas. Sur Gand-Wevelgem, je l'avais pronostiqué top 3, il fait 7ème. Le bon jeu, ça aurait été de mettre un top 10, il avait un top 10 aux alentours de 2,20. Ça aurait été, bravo à Nicolas, d'ailleurs, auditeur du coup tordu, qui était parti là-dessus. Donc, moi, Bini, moi je m'attends encore à le voir progresser. Maintenant, du côté des Intermarchés, on n'a toujours pas gagné en cette année 2025. On sait que ça peut commencer à tourner dans la tête. Donc est-ce que j'irai sur Bini ? Je sais pas. On va aller voir les codes. C'est vrai qu'on a aussi Hugo Page, mais moi j'ai l'impression Artaco pourrait aussi faire la blague de l'échappée matinale, mais j'ai l'impression que véritablement on va mettre une équipe entièrement dédiée derrière Binyam Girmay, et après tout on a quand même une belle équipe. La Lotto également, on va toucher un petit mot de la Lotto parce que vous avez vu tous les pépins d'Arnaud Delis, l'interview de son manager Stéphane Hulot. On sent qu'il y a quelques soucis chez Arnaud Delis, c'est pas que physique, et on espère que ça va aller mieux, parce que s'il y a un mec qui est fan d'Arnaud Delis, c'est moi, je crois que dans le coup tordu, puis même vous tous, c'est un mec qu'on aime bien, qu'on soit français, qu'on soit belge ou ailleurs. C'est Arnaud Delis, c'est tout simplement un bel ambassadeur du vélo, et c'est un mec, Arnaud Delis, on a tous envie d'être son pote en fait. Donc quand on a un pote, on a envie qu'il marche, même si on le connaît pas, on a l'impression d'être son pote. Donc on espère que ça va aller mieux pour Arnaud Delis. Alors après, quand on a un gros leader comme ça qui cristallise entièrement une équipe, très souvent ça débride un peu les mecs. Voilà, ça débride un peu les mecs, et ça donne de la liberté aux uns et aux autres. Maintenant, si on revient sur l'interview de Stéphane Hulot,
il y a pas vraiment de hiérarchie dans l'équipe, hein. On a Ali Vince, Brett Van Moor, Berkmoz, Segart, enfin voilà, il y a des très très bons coureurs. Maintenant, savoir lequel est capable d'aller chercher un top 10, voire mieux sur ce à travers la Flandre, je sais pas du tout. Du côté des UAE, encore une fois, le grand patron n'est pas là, mais on a une très très belle équipe, on a un très très beau collectif. Alors vont-ils réussir à courir tous ensemble pour aller mettre la balle au fond? Il fera beau. Alors il y a pas d'allergie, hein. J'ai regardé la carte des allergies, je le dis pour ceux qui voudraient mettre un pic sur Wellens, si vous le sentez, vous pouvez y aller, il y a pas d'allergie. On vient avec Wellens, Baroncini, Jean Seb, Narvaez, Polite, Oliveira et Michael Bjerg. Sur le papier, c'est un très beau collectif, c'est vraiment très très bon. Va falloir s'articuler, et la jouer collectif, et c'est un peu le défaut des UAE. Moi, si j'en avais un à sortir, Narvaez, hein, encore une fois, le relais qu'il a été claqué pour Tadej Pogacar sur Milan-San Remo, ça veut dire qu'il est très très fort. Pour moi, il a les capacités, que ce soit dans un petit groupe ou dans un peloton, d'aller jouer quelque chose. Mais voilà, encore une fois, j'ai aucun élément factuel qui me fait aller sur Narvaez plus qu'un autre. Les Alpecin, ça va être all-in pour Jasper Philipsen, même si j'aime bien Tibor Del Grosso. À travers la Flandre, c'est aussi un bon petit parcours pour les cyclo-crossman. Alors, Philipsen, est-ce que j'y crois? J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc qui s'est déréglé depuis sa chute juste avant Milo-San Remo, hein, sa chute sur le Noker. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a perdu quelques petits pourcentages. Donc j'irai pas sur Jasper Philipsen. Dans un scénario, hein, je descends un petit peu les équipes, dans un scénario un petit peu attaque de loin, un mec comme Magnus Sheffield, c'est un mec qui coche complètement les cases. Moi je vais vous dire, alors on vient avec Merlier, avec Paul Mamnier du côté de la Soudal. Donc voilà, du côté de la Soudal, on vient très clairement pour essayer de jouer et de chercher un sprint sur ce à travers la Flandre. Moi je vais vous donner les deux noms qui me plaisent. Parce que je trouve qu'il y a des values et ça va vraiment être du petit bête. Parce que même si on arrive avec un sprint à 30, 40, 50 mecs, va falloir quand même que les gars soient là et que les gars soient en forme. Donc voilà, avoir bien passé les bosses pour réussir à faire un beau sprint. Donc moi, le premier qui m'intéresse, et il dit qu'il est dans la forme de sa vie actuellement, et j'ai plutôt tendance à le croire, c'est Laurens Pitty. Laurens Pitty, maintenant, le truc, c'est que je sais pas si Jordi Meeus va passer ou pas. Si Meeus est dans l'histoire, c'est lui qui va sprinter. Sinon, ça va être Laurens Pitty. Donc encore une fois, Laurens Pitty, la cote de la victoire, elle est à 34. Je pense qu'on doit avoir du top 3 autour de 8, autour de 9. Encore une fois, sur ce scénario, on va dire sprint réduit, Laurens Pitty me plaît bien. Je trouve que la cote est encore un petit peu juste. Donc voilà, j'aurais aimé un top 6. Voilà, j'aurais aimé trouver du top 6 pour Laurens Pitty. Donc voilà, en tout cas, voilà, le nom, je vais pas y aller, encore une fois, parce que je suis pas vraiment dans une confiance absolue au niveau betting, mais le premier nom qui me plaît, c'est Laurens Pitty. Et le deuxième nom qui me plaît, et je pense que j'irai sur lui parce que je trouve que la value est là, c'est Rick Plumers des Tudor. La cote, elle est à 200. Alors pourquoi il est sous les radars? Tout simplement parce que sur le E3, on l'a fait travailler pour Matteo Trentin. Donc voilà, on revient sur une distance qui lui plaît bien. Encore une fois, sur le Tour du Benelux, il a déjà réussi à faire des classements sur ce genre d'étape. Donc Rick Plumers, voilà, on va lui mettre, je pense, l'équipe de la Tudor entièrement autour de lui, avec Lienard Kelleman, Kluckers, Alexander Krieger, Marius Mayhofer et Mikutis. Donc voilà, ça sera le seul bet pour ce à travers la Flandre. Rick Plumers, donc la victoire à 201, donc on sera sur du 0,005% de bankroll, donc 50 centimes sur une bankroll à 10 000 euros, 25 centimes sur une bankroll à 5 000 euros. On ira chercher du top 3, on sera autour de 30-40, et puis on rajoutera également peut-être du top 10, hein, ça je vous le dirai demain matin sur les réseaux sociaux. Certains marchés ouvrent le top 10, d'autres ne le font pas. Moi je trouve que ce garçon, voilà, il a vraiment beaucoup de talent. On l'a vu en début de saison remporter la Muscat Classique,
qui était aussi une course avec avec des petites bosses. Donc c'est un belle pointe de vitesse. Il fait une deuxième et une quatrième place également sur Tirreno Adriatico. C'était il y a pas si longtemps que ça. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui est en train de passer un cap. 5e de Kurn Bruxelles-Kurn. Et là, ça sera lui le leader. Donc si on l'a pas vu encore une fois sur les dernières courses, c'est parce qu'il n'était pas leader de son équipe, mais c'est quelqu'un, quand on lui laisse sa chance, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités. Donc Plumers à 201, on aura du top 3 et du top 10. Donc le top 3, je pense qu'on l'aura aux alentours de 35-40, donc ça sera 0,02% de bankroll, 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros. Et puis j'ajusterai le top 10 en fonction des cotations. Voilà pour ce coup tordu, les amis. On n'ira pas beaucoup plus loin, vous l'avez compris, on met vraiment la petite piécette sur Rick Plumers. Donc s'il y a du fantasy à prendre de la Ligue 4 sur Saillimit, Laurence Pitty est un nom que j'aime bien. Voilà, Laurence Pitty, ça c'est pour les fantasy, et donc pour le betting, Rick Plumers, voilà la mini pièce avec le top 3, la victoire et éventuellement le top 10. Le coup tordu, merci à vous pour cet épisode, et puis on se retrouvera avec Latib jeudi pour le 267e épisode du coup tordu. Allez, ciao les amis, et n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux du coup tordu, Facebook, Twitter, X, Instagram et TikTok.